nous allons parler du nerf de la guerre, ou du nerf de la brique peut-être, qui est la question du financement. Alors, on va deux exposés qui sont vraiment centrés là-dessus, mais vous allez voir dans la suite de ce colloque que la question du financement va être une sorte de grande ombre qui va planer sur nous tout au long des 2 jours, d'une manière ou d'une autre, à la fois sous l'aspect des tendances lourdes que ça génère et en même temps des, oserais-je dire, pistes de créativité que ça force à développer. Alors, commençons de nouveau par le début. Le début du Solbosch, il faut le payer. On est juste après la Première Guerre mondiale et donc on est dans un contexte bien particulier. Et pour ceci, j'invite mon collègue Kenneth Bertrams à venir nous présenter son exposé que je lui ai soumis, parce qu'il faut savoir que j'ai soumis le titre à beaucoup d'orateurs et je l'ai intitulé à l'époque « Track the Money » et je le remercie d'avoir relevé le gant, on va dire comme ça, pour partir dans cette direction-là. Et je mets en place le support tout de suite. Voilà, juste utiliser les flèches. Bonjour à toutes et tous. Merci infiniment à Benjamin Wayens et aux organisateurs. C'est vraiment, à mon avis, je suis vraiment content d'être là parce que c'est une histoire extrêmement intéressante, passionnante. On a tendance un petit peu à la négliger quelquefois. Et surtout, merci de faire ce pont entre le passé et le présent et même la prospective. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, oui, et merci aussi d'avoir imposé ce sujet. Finalement, c'est sympa d'avoir des figures imposées quelquefois. Donc, on se plie aux contraintes. Et là, c'était vraiment une contrainte délicieuse. Alors, pour commencer, parce que j'ai tendance un tout petit peu à prendre du temps, il faudra vraiment me dire. Je voulais commencer avec une publication qui avait été faite il y a 25 ans, 30 ans, commanditée par... je crois que c'est Jean-Louis Van Herweghem à l'époque, ou peut-être, voilà, de cette question ULB-USA. Il y a une petite publication qui a été faite dans le service des archives à l'époque, où on lit notamment, vers la page 20, là au milieu, voilà, un campus à l'américaine au Solbosch, et on lit, vous voyez, le détaillé, à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'évolution des sciences et des techniques nécessite une refonte de l'enseignement. Pour assurer la réussite d'une telle entreprise, il fallait de nouveaux locaux pour les facultés et labos de recherche. À cela s'ajoutait la conception américaine du campus universitaire, décrite dans l'accord qui allait intervenir, on en parlera plus tard. Ainsi naquit l'idée du transfert des facultés des sciences et des sciences appliquées, ainsi que de l'école de pharmacie sur le plateau du Solbosch, dans un lieu aéré que la ville de Bruxelles mit à la disposition de l'ULB. Les travaux de construction du nouveau bâtiment, on parle du U, ici évidemment, furent entamés en 21. Les premiers cours y furent donnés à la rentrée académique de 24. Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est l'association, en fait, finalement, presque contrainte, là aussi, entre, d'une part, cette idée de modernisation de l'équipement, nouveau laboratoire, et campus à l'américaine. Alors, moi, je crois qu'il faut un petit peu revisiter l'histoire telle qu'elle a été écrite, parce que, en tout cas, celle-là ne convient pas. Il n'y a pas d'association au départ entre la modernisation des laboratoires, cet élan scientifique dans les années 18, 19, 20, et ce campus à l'américaine. Ça intervient en 2 séquences séparées. Donc, on a tendance un tout petit peu trop rapidement et hâtivement, comme dans cet extrait, à les associer. Donc, rappelez d'abord que quand on voit le U, là aussi, on voit le U côté... vers le bois de la Cambre, vous voyez les bâtiments, et donc il n'y a pas de bâtiment A du tout, on est bien d'accord, c'est le premier bâtiment du campus, c'est un bâtiment, je vais en expliquer la genèse, en tout cas les mécanismes, les sous-bassements plutôt financiers, qui a été conçu par et pour les ingénieurs, par et pour les ingénieurs, j'entends bien, avec quelque part le service auxiliaire des scientifiques, les services physico-chimiques qui vont venir, mais c'est vraiment l'idée d'une science utile. Donc là, on est vraiment dans cette idée de s'approprier un espace, un terrain, pour construire un nouvel environnement, en effet, pour les sciences
utiles qui vont sortir et qui vont émerger de la Première Guerre mondiale comme étant vraiment les sciences qu'il faut stimuler au service de l'innovation. On a bien mis l'accent en France et en Belgique sur le fait que si l'Allemagne avait pris une telle ampleur durant la Première Guerre mondiale, notamment sur les armes chimiques et autres, c'était grâce à ces universités, grâce à ces Technische Hochschulen et à la coopération industrie-sciences qui est bien plus forte qu'en France et en Allemagne. Et donc, à l'armistice, on veut un peu relever le défi et se dire, voilà, à nous aussi, de nous rééquiper et de faire de nos universités les nouveaux laboratoires, on va dire, en matière de capacité techno-économique. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on s'inscrit. Donc là, il y a une photo qu'on a déjà vue. Hein, le bâtiment U est en phase de finition. D'ici quelques mois, à ce moment-là, on va y donner les premiers cours. Là, vous voyez, hein, en hauteur, en haut à gauche, la Villa Capouillet, un petit peu esselée. C'est une très belle photo, je trouve aussi. Et effectivement, je rejoins un peu ce qui a été dit. Hein, c'est vraiment un élément massif qui va s'imposer. Un peu de briques et de broc dans un chantier au milieu du champ. Là, voilà, c'est très intéressant. Donc, ce bâtiment U, alors, qui se trouve derrière? Il faut bien penser que le bâtiment U, c'est d'abord et avant tout le fruit et la résultante d'une réflexion de toute une série, je l'ai dit, d'ingénieurs et d'industriels qui souhaitent un changement de programme, donc de programme de cours, un nouvel esprit dans l'enseignement technique supérieur. On le retrouve au sein de la commission Tassel, Émile Tassel. Voilà, merci au service des archives, toujours aussi compétent. À mon avis, Renaud Bardet va beaucoup entendre ses oreilles bourdonner parce que je vais le remercier souvent. Émile Tassel, qui est derrière tout ça et qui supervise cet esprit-là, c'est d'abord un professeur à l'école polytechnique, donc à Polytech, mais qui est d'abord le collaborateur premier d'Ernest Solvay et qui se charge de cette idée de réformer l'enseignement technique supérieur et de mettre à profit finalement les jeunes ingénieurs de l'idée d'avoir des travaux dirigés, des travaux appliqués, beaucoup plus que ce n'est le cas jusqu'à présent. Et il arrive à convaincre beaucoup d'autres ingénieurs et industriels de la nécessité de son projet de réforme du programme et que cette réforme des programmes doit aller aussi avec des nouveaux locaux. OK, j'accélère parce que ça va aller vite. C'est très bien, évidemment, de le faire à Bruxelles, surtout qu'à l'époque, vous le savez, l'ULB est un corps un petit peu à l'abri, enfin isolé dans son palais Granvelle, et ça ne va pas du tout. Les locaux sont insalubres, ils sont destinés à être détruits. Et donc, assez rapidement, il s'associe avec, chose intéressante, les ingénieurs d'autres communautés, et notamment Jean Jadot, le gouverneur, c'est bien le titre, hein, de la Société Générale de Belgique. En gros, l'un des hommes les plus puissants au niveau industriel en Belgique à cette époque-là. Le vice-gouverneur de Jean Jadot, il s'appelle Émile Franqui, on va beaucoup en parler. Donc, en gros, l'histoire de l'ULB rime avec l'histoire de la Société Générale de Belgique, ça c'est clair. Et donc, on va s'associer entre ULB et UCL, oui, vous avez bien entendu, pour faire en sorte qu'il y ait une transformation de quoi? Pas des universités, j'insiste, hein, pas des universités, des écoles spéciales d'ingénieurs. Les écoles spéciales d'ingénieurs sont vraiment ces écoles qu'on disait souvent annexées à l'université. Et il y a encore cet esprit-là, hein, même si la faculté polytechnique s'est créée à l'ULB et qu'elle est bien arrimée à l'ULB, il y a encore cet esprit, on va dire, un petit peu indépendant, qui fait que les écoles spéciales se sentent à l'étroit et vont être les premières à s'installer sur le sol Bosch dans ce bâtiment U. Donc le comité Bruxelles-Louvain, c'est d'abord une affaire privée qui va lancer des souscriptions auprès de toute une série d'ingénieurs et d'industriels réunis au sein de la SRBI. C'est quoi? C'est la Société Royale Belge des Ingénieurs Industriels, plus ou moins prédécesseur de la FABI, pour ceux qui connaissent, Fédération professionnelle. Et donc, ils vont récolter une douzaine de millions de francs d'époque, dont chacune des grandes universités libres va recueillir plus ou moins 5,5 millions. C'est assez important. Mais ce n'est pas tout. Donc, d'abord, affaire privée. Ce n'est pas tout, parce qu'on l'a dit, et c'est vrai. La ville de Bruxelles offre le terrain. Alors, offre le terrain, il faut un petit peu mettre des guillemets quand même, puisqu'elle offre la garantie sur les 20 millions, en effet, qui vont être nécessaires pour dégager les premiers frais de construction, et à côté du terrain, en effet, qu'elle dégage. Eh bien, il y a cette garantie de 20 millions qui est très importante, et ce n'est pas pour rien garder cet esprit, l'esprit 20 millions, c'est important. Mais la famille Solvay va contribuer aussi, hein, quand même, il ne faut pas oublier la famille Solvay. 1922, c'est aussi l'année de décès d'Ernest Solvay, qui inscrit dans son testament une volonté de léguer de manière effective et
3 millions de francs belges d'époque pour l'ULB. Et Louis Solvay, l'un des neveux d'Ernest Solvay, suit un petit peu la tendance et poursuit par un don d'1 million de nouveau à la faculté polytechnique. Pas à l'ULB, à la faculté polytechnique, c'est important. D'accord ? Alors pourquoi je vous insiste sur ces 20 millions ? Donc vous voyez un petit peu ici comment ça fonctionne, pourquoi ces 20 millions, ils sont importants. Petit flashback, donc je vais faire des avant et des allers-retours, il faudra me suivre un peu. Flashback, la dotation de 20 millions, bah oui, ça fait penser, c'est pas un chiffre anodin, évidemment, 20 millions que la ville va mettre en garantie. Elle fait sens, évidemment, depuis la fameuse donation ou dotation de la Commission for Relief in Belgium. C'est quoi ? C'est ce comité Hoover qui, durant la Première Guerre mondiale, a fait office de pont humanitaire et de relais humanitaire du côté américain. C'est la CRB, donc Commission for Relief in Belgium, qui a permis à quand même des millions de Belges de ne pas mourir de faim quand même durant la guerre, en approvisionnant toute une série de matières premières et autres. Et du côté belge, pour la distribution, c'est le Comité national de secours et d'alimentation, piloté par Émile Franqui, le vice-gouverneur de la Générale de Belgique durant la Première Guerre mondiale. On reviendra, si vous voulez, dans des questions-réponses, parce que c'est un peu long, sur les mécanismes qui font qu'il y a un reliquat assez confortable après la Première Guerre mondiale qui se dégage de la coopération entre la CRB américaine et le Comité national belge, qui est de l'ordre de 150 millions de francs d'époque, c'est énorme, au nez et à la barbe du gouvernement, j'anticipe un peu sur ma conclusion, mais Franqui et Hoover s'entendent pour distribuer ce reliquat aux universités belges, à l'École des mines de Mons accessoirement et à l'Institut de médecine tropicale qui est en train de se constituer. Et l'ULB va donc recevoir 20 millions de francs belges. Émile Franqui est très content, le 9 septembre 1919, donc 2 semaines après l'annonce de Hoover, d'informer les recteurs. Ici, c'est à Liège, mais bon, ça ne change rien, donc voilà, il le dit bien. Et gardez ça aussi en tête pour la suite. Nos amis américains, dont le concours fut si précieux pendant la guerre, n'ont pas voulu nous abandonner en ces pénibles circonstances, et là j'insiste, tout est important dans cette lettre, donnant suite au projet élaboré par les délégués des 4 universités belges à la demande du Comité national, la Commission for Relief in Belgium vient de décider de consacrer au développement et au perfectionnement de l'enseignement universitaire belge le reliquat des fonds qui sont à sa disposition après justification de sa gestion et provenant de dons charitables, de bénéfices réalisés, bref, en gros, chaque université reçoit 20 millions de francs. Donc vous voyez, il brouille déjà un peu les pistes. C'est à la demande du Comité national, mais c'est la CRB qui octroie. On ne comprend pas très bien. C'est normal, c'est fait exprès. Franqui est un malin. Alors on continue, on avance dans le temps. Et vous voyez, là on est vers le A, le bâtiment A. Donc ne pas confondre, le U il est déjà là. Vous avez vu où il en est dans les travaux. Les cours sont déjà en train de se donner et on commence à poser la première pierre du bâtiment A. C'est marrant, là on voit le futur roi Léopold III. Qui le fait, tout le monde a un peu peur qu'il fasse des jeunes bêtises, vu de ces films, il faut que je fasse attention. Et donc on l'entoure bien, on voit Paul Léger aussi qui est très très craintif, mais donc tout va bien se passer, il ne va pas se briser la main. Et on voit aussi de dos Émile Franqui qui supervise cette pose de première pierre. Ça c'est une photo, et rapidement une autre petite photo, et merci de nouveau à Renaud pour cette photo magnifique, je trouve très très belle, photo d'époque où on voit rassembler un groupement d'Américains et de Belges, là en l'occurrence Égée, Bourquin, donc Paul Égée et Bourquin, et puis leur épouse respective. On voit ici, c'est le début de la première pelletée, le first shovel, qui va se faire en juillet 1924 en présence de John Howells. Howells, c'est le conseiller architecte qui va en gros piloter les travaux, même si évidemment tout va se faire de manière plus ou moins semi-concertée entre Belges et Américains au niveau des plans architecturaux. Mais donc, et on sait que c'est Dumont qui emporte le concours, mais depuis le début, la CRB, Educational Foundation, donc la successeur, qui s'appelle aujourd'hui la BAEF, Belgian American Educational Foundation, va en effet patronner les travaux. Alors là, c'est intéressant, donc c'est une photo, on pourrait aller dans le détail, parce que ces personnalités-là sont vraiment fondamentales dans l'histoire du campus. Alors, je retourne à mon discours de Paul Léger, à l'inauguration de la première pierre, la pose de la première pierre, le 20 novembre, jour de la Saint-Vé, 1924. Que dit Paul Léger ? C'est à l'intervention des citoyens de la libre Amérique que nous devons les perspectives d'avenir dont la pose de cette première pierre est annonciatrice.
Pour qu'un tel événement se produise, pour que la CRB Educational Foundation se soit intéressée à l'existence et au développement de notre université, il faut que quelque chose soit survenu qui motive un tel rapprochement. Tous ceux qui sont ici le savent. Ce quelque chose de nouveau, c'est la guerre, l'horrible guerre. Et en effet, Paul Léger va faire le lien, le continuum entre la Première Guerre mondiale et 1924, donc entre le rôle de la CRB et les Américains, et la construction du bâtiment A. Alors, ce qui est intéressant, dans la suite de son discours, il brouille un peu les pistes aussi. Ainsi, la CRB exerce d'emblée une influence morale et importante. Et puis, juste après, dans la seconde partie, il dit, à vrai dire, tout le comité national, donc les Belges et Francky, suit ce caractère providentiel. N'était-il pas principalement représenté par une divinité en 3 personnes, Ernest Solvay, Herbert Hoover et Émile Francky. Et alors, d'ailleurs, plus tard, dans son discours, Paul Léger parle de la Trinité bienfaitrice. C'est génial, c'est quand même la Trinité bienfaitrice de la bouche de Paul Léger, c'est assez marrant. Et donc, on voit, effectivement, l'idée est de raccrocher, finalement, le mécénat ou le geste américain de Hoover, dans la lignée de ce que, d'une part, Solvay avait déjà fait bien avant, notamment pour la Cité scientifique, et de ce que Émile Francky, on ne comprend pas encore trop son rôle, a aussi pu piloter. Alors donc, on insiste là sur les Américains. De quoi parle-t-on? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres pour l'instant. On parle d'un projet qui est évalué, donc ce fameux Building Program, le bâtiment A, c'est ça, le Building Program, c'est autour de 15 millions, qu'on va augmenter à 18 millions et demi de prix courant à ce moment-là. Et ça s'inscrit dans une histoire un peu plus complexe. Alors pourquoi la CRB, qui hérite d'un reliquat important côté américain, s'intéresse à la Belgique? À la suite d'une mission que fait Alexander Smith, qui est un membre de cette Commission for Relief in Belgium et qu'il va faire en Belgique en général. L'idée de la CRB est de faire profiter, c'est une de ses missions, la Belgique, et les universités belges en l'occurrence, d'un capital important, outre les échanges éducatifs qui sont déjà en train de se mettre. Alors, il part en juillet-août 22 et assez rapidement, en fait, il se rend compte et il s'entend pour que l'ULB soit la première université, presque l'unique université à bénéficier de ces fonds CRB. On pourrait aller dans le détail si vous souhaitez pourquoi. J'ai une intuition qui me permet de comprendre pourquoi, mais il y en a d'autres. Et cet accord entre la CRB Educational Foundation et l'ULB d'autre part va engendrer des missions de l'autre côté, notamment Maurice Bourquin et Jean Willems, qui en novembre, fin octobre, début novembre 1922, vont aller aux États-Unis pour vérifier comment les campus à l'américaine fonctionnent. Et ils reviennent tout à fait fascinés, convaincus, et un accord intervient au retour de leur mission. La CRB va donc financer l'ULB à raison de 18 millions et demi, non pas uniquement pour, on va dire, une ou l'autre faculté, mais surtout donc pour le droit, pour la philosophie et lettres, et pour, on l'a dit, des résidences, enfin plutôt des dormitories, enfin, bref, une cité, voilà, une cité étudiante et étudianteux, hein, voilà, des étudiants et des étudianteux. Donc tout ça pour un paquet qui doit faire l'objet encore d'une réflexion générale, mais en gros c'est un peu ça l'idée. À peine signé, une autre mission intervient à laquelle participent Paul Léger, Auguste Schloss et Lucien Beckers, qui est le président à l'époque des alumni et qui est d'ailleurs le gendre de Paul Léger, donc c'est une petite famille quand même tout ça, et qui va faire en sorte que on va mettre en place un programme et choisir l'architecte sous la houlette donc de Howells dont on a parlé, l'américain. Les Américains ont une vue très claire sur ce qu'il faut proposer, mais ce sera une forme de compromis et au final c'est donc Dumont qui sera choisi. En 1925, si on fait un petit bond dans le temps, l'estimation de tout ce que la CRB Educational Foundation n'est pas que de 18 millions et demi francs encore prix courant, mais plutôt de 26 millions et demi, puisqu'à ces 18 millions et demi, on a ajouté également toute une série, on va dire, d'intérêts qui ont été dégagés en quelques années. Et puis, ne pas oublier aussi quand même que ces 26 millions et demi fondent comme neige au soleil. Hein. C'est clair qu'à ce moment-là, l'inflation galopante fait qu'on arrive à peine à assurer la survie des travaux, ce qui explique, ça a été dit, qu'on a dû clairement revoir sa copie en matière d'investissement et faire en sorte qu'il y ait un resserrage, on va dire, en matière des dons. Donc les Américains sont très présents et on insiste encore une fois à plusieurs égards sur cette dimension-là. 1925, j'insiste, il me reste quelques instants, c'est une date intéressante parce que
c'est le moment où les Américains décident finalement de faire un transfert massif de leurs avoirs en francs belges et de leur financement pour les universités belges en créant des fondations, mais qui sont gérées ou co-gérées en fait par les universités elles-mêmes. C'est l'origine de ce qu'on appelle la fondation Hoover pour l'ULB et la fondation Hoover pour l'UCL. L'idée est que quelque part les universités belges rapatrient cet argent et co-gèrent cet argent-là aussi. Si on a une vue un peu plus critique, c'est la première fois dans l'histoire des universités de l'ULB d'une part, mais de l'UCL également, donc des deux universités libres, où des étrangers, des Américains en l'occurrence, sont admis à finalement donner leur avis dans l'affectation d'une partie importante et significative de leur budget. Donc c'est assez rare, et il faut le dire, mais ça a été un accord qui a été tout à fait accepté, même si au départ, Francky et Félicien Cattier étaient un peu plus réservés sur cette idée, mais finalement, elle a été mise en place. Alors, vous avez vu un petit peu la trame, les Américains sont présents effectivement, mais j'en reviens, pour terminer, sur cette fameuse dotation de 20 millions. Donc je retourne en arrière sur cette fameuse dotation de 1919, et on voit, là encore une fois, dans la fameuse lettre que Herbert Hoover, qui est le grand, j'allais dire architecte, le grand maître de cette opération humanitaire et qui dégage les profits, Herbert Hoover envoie donc une missive à Léon Delacroix, à leur Premier ministre, en disant, voilà, nous avons dégagé un surplus de 150 millions de francs belges, la CRB, et nous allons l'affecter à parts égales entre différentes universités. Donc, c'est un peu petit, je suis désolé. Mais donc, il dit, voilà, nous avons 150 millions. Et la dernière phrase est intéressante. Cette somme inclut les dons qui n'ont pas été dépensés et les profits de la CRB applicables à la Belgique dans toutes ses agences, en Amérique, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Belgique, à travers les opérations qui ont été poursuivies, et le titre est vraiment important, à travers les opérations effectuées par le Comité national en tant qu'agent de la Commission for Relief in Belgium. Alors, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, on va dire, de ces deux commissions et de l'histoire humanitaire durant la Première Guerre mondiale, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En aucun cas, on peut imaginer que quelqu'un comme Émile Francky accepte d'être l'agent de Herbert Hoover. Ça, c'est juste impossible. Voilà. Donc, ce sont deux commissions qui se sont, pendant toute la guerre, ont fait un travail évidemment de concertation et de solidarité très important, mais il y a eu aussi beaucoup de tensions, à tel point qu'un mémorandum intervient le 30 décembre 1916, en pleine guerre, pour vraiment effectuer une division du travail très claire. La CRB fait ceci, le Comité national fait cela. Il n'y a pas du tout de lien de subordination de l'un à l'autre. Donc, quand on lit ça 2 ans plus tard et qu'on dit le Comité national est un agent de la CRB, on dit qu'il y a un petit souci. Et effectivement, il y a un petit souci. Ce qui s'est passé, très clairement, c'est, et là, ça fait plaisir à montrer, je crois que je ne l'ai encore jamais montré, voilà, retrouver le brouillon, finalement, de cette lettre magnifique, écrite par Hoover et Francky en même temps, à 2 mains ou à 4 mains. Le Comité national, vous voyez, si vous regardez très très bien, le terme « en tant qu'agent de la CRB » a été rajouté à la dernière minute par qui? Alors si vous pivotez votre tête un peu vers la gauche, vous voyez que c'est sur en tête de la Société Générale de Belgique. Donc en clair, les fonds Hoover, comme ça a été appelé durant l'opération Hoover, est une opération pensée à la fois par Hoover, mais on va dire un petit peu corrigée et mise à jour par Francky. Il est hors de question, évidemment, pour Francky d'être un agent de la CRB. Alors pourquoi est-ce qu'il accepte ça et pourquoi il le met? Pour faire en sorte tout simplement que cet argent qui a été en grande partie financé par des emprunts du gouvernement belge vis-à-vis du trésor français, britannique et tout durant la guerre, eh bien pour que les profits ne retournent pas au gouvernement belge et fassent en sorte plutôt qu'ils soient distribués dans l'université belge. Donc en gros, on a fait en sorte que cet argent, qui est de l'ordre effectivement de 150 millions, mais l'argent de la Commission nationale est plutôt de 4/5 de ce montant-là, donc 120 millions. 120 millions de francs belges sont vraiment des émanations des profits réalisés par le Comité national belge à partir de subsides publics la plupart du temps, mais qui vont être déguisés comme étant de l'argent américain, du don américain, et qui va être distribué aux universités en Belgique et qui va
comme je l'ai indiqué tout à fait au début, être utilisé comme étant le coussin permettant à la ville de Bruxelles de faire la garantie sur le début de l'équipement du bâtiment U, le bâtiment U qui est l'origine, on va dire, du déplacement général du Solbosch. Voilà, donc en gros, au début de cette belle histoire intéressante, je suis en train de mettre la dernière main à toute une série de petites choses parce qu'il y a quand même, c'est un peu plus compliqué sur les mécanismes, pourquoi est-ce qu'il y a du profit, pourquoi les Américains s'intéressent autant à l'ULB. Eh bien, il y a quand même ce stratagème. Je prends ce terme de stratagème de la main de Francky lui-même qui a écrit, parce qu'à un moment, il se rend bien compte que ce stratagème met beaucoup de lumière sur les Américains et malheureusement pas assez sur lui, donc il est un petit peu énervé, alors il écrit un testament pour parler aux historiens du futur, que Renaud a retrouvé dans les archives de la Fondation universitaire, et qui explique la façon dont sa vérité doit être rétablie. Et donc c'est avec ce stratagème-là que le début du Solbosch va commencer à se développer, sans oublier quand même que le bâtiment A, lui, fait partie intégrante du projet et qu'il a été essentiellement, effectivement, financé par là les profits de la CRB. Donc là, en gros, bâtiment A, c'est clairement la CRB. Le bâtiment U qui lui préexiste, c'est l'argent issu notamment partiellement de ce stratagème et des fonds privés des ingénieurs et industriels. Voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais ça vous donne une petite idée des débuts assez originaux du campus du Solbosch. Voilà, merci beaucoup.